Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier en détail les solutions de l'équation radiale que nous avions obtenues dans la dernière vidéo pour les atomes et ions hydrogénoïdes. Donc, ces fonctions, les solutions de l'équation radiale, sont notées RNL de R, N et L ici en indice, étant deux entiers sur lesquels je vais revenir un tout petit peu plus tard. Donc, l'expression générale de ces fonctions vous est donnée ici. Mais comme pour les harmoniques sphériques, il est inutile d'apprendre cette formule par cœur. Ce qu'il faut retenir cependant, c'est que cette formule est constituée de trois termes, une constante de normalisation, fois un polynôme en ρ, je reviendrai un petit peu plus tard sur ce qu'est ρ, et une exponentielle de croissante réelle. Donc, dans les harmoniques sphériques, l'exponentielle était complexe, ici elle est réelle et décroissante. Dans cette expression, on voit apparaître une constante notée A0 que vous avez vue l'année dernière. Il s'agit du rayon de Bohr. Donc, dans le cadre du modèle de la mécanique quantique, le rayon de Bohr peut s'exprimer en fonction des constantes fondamentales qui étaient présentes dans l'hamiltonien du système. Et si on donne une valeur numérique à ces constantes, on obtient pour le rayon de Bohr 0,529 angstrom, qui est à peu près la valeur que vous connaissez et qui est issue du modèle de Bohr. Nous avons ensuite la charge Z, qui est la charge du noyau, puisque ces équations sont valables pour tout noyau, à partir du moment où on considère un hydrogénoïde. Ρ ici est égal à Z fois R sur A0. Donc la variable R apparaît dans cette équation, ici au-dessus, au travers de ρ. Ρ, l'utilisation de ρ n'est qu'une façon de condenser la notation dans cette expression. Donc il suffit simplement de le remplacer par Z, R sur A0 pour faire apparaître la variable R. Nous avons ensuite les deux nombres quantiques, N et L. Donc N, comme vous le savez, ne peut pas être nul, il est strictement supérieur à 0 et varie donc de 1 à plus l'infini. Pour L, pour chaque valeur de N, L est compris entre 0 et N-1. Donc L peut être nul, mais il ne peut pas être égal à N. Donc ici, c'est une grosse différence avec ce que nous avions pour la particule sur une sphère, puisque dans le cas de la particule sur une sphère, L quantifiait l'énergie et donc ne pouvait pas être nulle. Ici, dans ce problème, nous verrons ça un peu plus tard, l'énergie ne dépend pas de L, elle dépend de N. Et par conséquent, L peut être nulle et donc il le sera dans certains cas. Donc N est appelé le nombre quantique principal et L, comme précédemment dans le problème de la particule sur une sphère, est appelé nombre quantique orbital, angulaire, azimutal ou secondaire. Dernier point, ce sont les polynômes ici, les L avec un indice, un exposant en fonction de ρ. Donc ces polynômes, ce sont les polynômes de Laguerre généralisés. Ils ont une expression bien définie en fonction de l'indice et de l'exposant ici. Comme pour les polynômes de Legendre, ce n'est pas la peine de les apprendre. Ce sont des valeurs, des quantités qui sont tabulées et on vous les donnera si vous en avez besoin. Donc à partir de tout ça, on peut donner une expression, on va dire, spécifique à chaque partie radiale en fonction des nombres quantiques N et L. Donc ici, je prends un petit peu d'avance sur ce que nous reverrons plus tard. Vous avez la nomenclature des orbitales atomiques, mais vous l'avez vu l'an dernier, donc vous les connaissez par cœur. Et vous avez ici les parties radiales associées, en tout cas les deux index qui les décrivent, c'est-à-dire N et L. Donc ici, vous avez la partie radiale de l'orbitale 1s, ici la partie radiale de la 2s, ici la partie radiale de la 2p, et ainsi de suite. Donc vous voyez que chacune est constituée d'une constante, d'un polynôme, donc ici c'est simplement une constante, ici vous avez quand même un polynôme en ρ, fois une exponentielle décroissante en fonction de ρ. Donc comme pour les harmoniques sphériques, la première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ces fonctions sont normalisées? Et donc vous devez être capable de démontrer que chacune de ces fonctions est normalisée et je vous encourage à essayer de le faire pour vous entraîner. Donc je vais vous montrer, on va ensemble faire l'exemple, prendre l'exemple de la partie radiale de l'orbitale atomique 1s, c'est-à-dire R10, et démontrer que cette partie radiale est normalisée. Donc la normalisation ici s'écrit intégrale de 0 à plus l'infini de la partie radiale au carré
puisque toutes les parties radiales sont réelles, donc on peut les mettre directement au carré, fois r carré dr. Donc ici, il n'y a pas de partie angulaire, donc on n'intègre pas sur les variables r, θ et φ, on n'intègre que sur le r. Mais n'oubliez pas le petit r carré qui vient de l'élément infinitésimal de volume, qui est r carré dr sinus θ dθ dφ. Donc ce carré-là, ce r carré, sera toujours présent, il ne faut absolument pas l'oublier, c'est très important. Donc si vous remplacez R10 par son expression, vous allez mettre cette constante au carré, ce 2 au carré, donc vous faites apparaître un K, vous faites apparaître Z sur A0 puissance 3. L'exponentielle moins ρ au carré, ça vous donne exponentielle moins 2ρ. Et si vous remplacez ρ par Z fois R sur A0, comme je vous l'ai donné dans la slide précédente, voici ce que vous obtenez. Vous pouvez sortir les constantes de l'intégrale, ici, et il vous reste intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle décroissante fois le R carré. En annexe de votre manuel de TD, je vous fournis cette formule, que je vous fournirai tout le temps, donc pas la peine de l'apprendre par cœur, qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance n exponentielle moins ax. Donc vous voyez que dans l'exemple que je vous donne, le n ici, c'est 2, et le a, c'est 2z sur A0. Donc si on applique cette formule, voici ce que l'on obtient pour l'intégrale. Et en simplifiant terme à terme, on voit que ça fait bien 1. Donc cette partie radiale, R10, est normalisée, ce qui veut dire que la probabilité de trouver la particule entre le noyau et une distance infinie au noyau, c'est 1. Donc c'est ça que veut dire cette condition de normalisation, et c'est du bon sens, c'est évident, que la particule est présente entre le noyau et une distance infinie à ce noyau. Donc toutes les parties radiales seront bien entendu normalisées, et encore une fois, vous devez vous entraîner à normaliser, à vérifier que toutes ces fonctions sont normalisées. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est, comme on l'avait fait pour les parties angulaires, c'est est-ce que ces fonctions sont orthogonales 2 à 2 ? Donc, même processus que précédemment, on peut calculer le produit scalaire entre deux fonctions différentes. Donc, même chose qu'avant, même expression, sauf que cette fois, on prend R10, R21. Voici ce que cela donne, d'accord ? En remplaçant R10 et R21 par les expressions fournies ici. Et vous voyez que cette intégrale ici, donc que je peux simplifier de la manière suivante, cette intégrale, si j'utilise cette formule, c'est même pas la peine de continuer le calcul, il n'y a aucune raison qu'elle s'annule. Donc si cette intégrale ne s'annule pas, donc elle a une valeur finie, ce produit scalaire n'est pas nul. Donc ça veut dire que ces deux parties radiales ne sont pas orthogonales. Donc ça peut poser question, puisque jusqu'à présent, on avait tous les vecteurs propres d'un opérateur hermétique et linéaire qui étaient orthogonaux entre eux. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que nos fonctions radiales, donc les RNL de R, ne sont pas les vecteurs propres d'un opérateur hermétique et linéaire. Ce sont les solutions de l'équation radiale de Schrödinger que nous avons obtenues en supprimant, en enlevant tout ce qui était basé sur les angles θ et φ, mais l'équation qu'on obtient, rien ne nous assure que l'opérateur qui constitue cette équation est un opérateur hermétique et linéaire. Et en fait, ce n'est pas le cas. Par conséquent, les vecteurs propres n'ont pas à forcément être orthogonaux 2 à 2. Mais certains le sont, certains ne le sont pas. Et je vais vous expliquer maintenant comment on sait que deux parties radiales sont ou pas orthogonales. Ce qui doit être orthogonal, ça on le sait, ce sont les orbitales atomiques. Les psi, puisque ce sont les vecteurs propres d'un opérateur hamiltonien, et qu'un opérateur hamiltonien est toujours un opérateur hermétique, elles sont par définition orthogonales entre elles. Mais pour que ces fonctions, ces psi, ces orbitales atomiques, soient orthogonales entre elles, j'ai deux solutions. Soit leurs parties radiales sont orthogonales,
soit leurs parties angulaires sont orthogonales. Si une de ces deux choses est orthogonale, soit la partie angulaire, soit la partie radiale, les OA seront orthogonales entre elles. Par conséquent, si je prends deux orbitales atomiques qui ont la même partie angulaire, la seule façon de les rendre orthogonales, c'est que leur partie radiale soit orthogonale. Au contraire, deux orbitales qui n'ont pas la même partie angulaire, forcément elles seront orthogonales puisque toutes les harmoniques sphériques sont orthogonales entre elles. Et donc dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin que les parties radiales soient orthogonales entre elles. Donc si vous avez bien compris ça, on voit ici que, par exemple, entre l'orbital 1s et l'orbital 2s, ce sont deux orbitales de type S. Donc elles auront la même partie angulaire. Par conséquent, c'est leur partie radiale qui sera orthogonale. Donc vous pouvez calculer le produit scalaire entre cette partie radiale et cette partie radiale, ça fera 0. Par contre, comme on vient de le voir, l'orbital 1s et les orbitales 2p ont des parties angulaires qui sont différentes. Par conséquent, il n'y a pas de nécessité que leur partie radiale soit orthogonale et de facto, elles ne le sont pas. On peut continuer le raisonnement. L'orbital 2s et l'orbital 2p ont la même partie angulaire. Par conséquent, c'est leur partie radiale qui sera orthogonale. Les orbitales 2p et 3p ont les mêmes parties angulaires. Par conséquent, pour qu'elles soient orthogonales, il faudra que leur partie radiale soit orthogonale. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc il faut bien garder en tête que ce sont les orbitales atomiques qui doivent être orthogonales entre elles, que deux fonctions qui ont la même partie angulaire auront forcément leur partie radiale orthogonale entre elles, mais que deux fonctions qui n'ont pas la même partie angulaire seront de facto orthogonales entre elles, et donc les parties radiales n'ont pas à être orthogonales entre elles. Je vous encourage à faire tous les calculs d'orthogonalité possibles à partir des fonctions que je vous ai données pour vous convaincre de ce que je viens de vous expliquer. Un dernier point que j'aimerais souligner ici, c'est l'unité de ces fonctions. Vous voyez que toutes ces fonctions ont devant elles un z sur A0 puissance 3,5. Z, c'est le numéro atomique, donc n'a pas d'unité. Par contre, A0 a la dimension d'une distance. Ça veut dire que toutes ces fonctions ont une unité qui est la même, qui est mètre puissance moins 3,5. Et ceci était attendu. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'une orbitale au carré, c'est une densité de probabilité de présence. Et une densité de probabilité de présence, son unité, c'est du par mètre cube. C'est par unité de volume. Ça, c'est le carré de la fonction. Donc la fonction d'onde, c'est la racine carrée de cette dimension. Donc toutes les fonctions d'onde en dimension 3 ont comme unité mètre puissance moins 3,5. Comme les parties angulaires n'ont pas d'unité, toute cette unité doit être portée, toute la dimension de la fonction est portée par la partie radiale. C'est pour ça que toutes les parties radiales auront comme dimension mètre puissance moins 3,5. Et voici.